Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Et puis, bonjour particulier à toutes celles et ceux qui nous suivent en live sur Internet, avec une mention toute particulière pour la région Bourgogne-Franche-Comté, parce que nous sommes en duplex sur le campus qui s'y déroule en ce moment. Bonjour à tous. Alors, bienvenue sur cette table ronde sur le sujet de la discrimination et selon toutes ses formes. Il est bien évident que nul ne doit être privé de ses droits parce que différent. Malgré tout, aujourd'hui, encore beaucoup d'hommes et femmes, beaucoup trop de manière importante, sont discriminés parce que différents. Sur leur choix, sur leur lieu de domiciliation, sur leur genre, sur leur orientation sexuelle. Et bien évidemment, il faut faire évoluer les mentalités. Mais pour ce faire, il faut aussi qu'elles s'appuient sur des mesures concrètes. Et sur ça, nous devons être sans cesse en brainstorm, en confrontation d'idées. Alors avant de commencer cette table ronde, permettez-moi de vous présenter très rapidement, pour passer après au cœur du sujet. Alors, Madame Sophie Cluzel, je commence par vous, puisque nous sommes deux femmes. Commençons. Exactement. Vous êtes secrétaire d'État auprès du Premier ministre en charge des personnes handicapées. Bienvenue. Buan Tan, vous êtes député de Paris, secrétaire de la mission d'information Émergence et évolution des différentes formes de racisme. Mario Stasi, vous êtes avocat et président de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. Et enfin, Olivier Paolini, président fondateur d'Inclusion en marche. Bienvenue à tous. Alors, d'une manière pratico-pratique, comment va se dérouler cette conférence? Elle va durer 1 heure, répartie en 2 temps principaux. La première, on va vous interroger, vous demander de vous prononcer sur certaines mesures, actions qu'on pourrait mettre en place sur 4 thématiques principales, qui sont le handicap, l'entreprise, la sécurité et la culture. Et un second temps, où nous inviterons ceux qui nous suivent sur Internet, mais également via le campus en duplex, de vous interroger sur les thématiques que nous avons évoquées avant, mais également sur d'autres sujets éventuels. Alors, on va commencer tout de suite par rentrer dans le vif du sujet sur le handicap. Le mois de septembre, nous y sommes, et il y a quelques semaines, beaucoup d'enfants ont eu la joie de retourner enfin sur les bancs de l'école. Malheureusement, se pose quand même encore un sujet qui est l'intégration des enfants porteurs de handicap. Doit-on, pour les communes et communautés de communes qui organisent des structures d'accueil de la petite enfance, de l'accueil périscolaire, extrascolaire, doit-on les obliger en matière de résultats à accueillir les enfants porteurs de handicap? Je vous regarde. Bonjour, peut-être rappeler qu'il y a presque un Français sur 5 qui sont concernés par le handicap. C'est près de 10 millions de personnes en situation de handicap. Et peut-être rappeler que tout le monde a droit à la scolarisation, bien sûr, et tout le monde a droit à une vie sociale et culturelle, puisqu'on en parlera tout à l'heure, et bien sûr à l'emploi. C'est inscrit dans des lois, beaucoup de lois, la loi de 95, la loi de 87 déjà, pour l'emploi, 95, 2005. Aujourd'hui, je pense qu'on a fait des énormes avancées. D'abord parce qu'on a mis en place vraiment ce droit à l'école, et quand on dit l'école, c'est l'école au sens large. Dans les mêmes murs de l'école se passe aussi le périscolaire, les accueils en centre de loisirs. C'est une responsabilité collective et partagée, et ça c'est très important. Nous faisons des lois, derrière il faut qu'elles s'appliquent. Il n'y aura pas de grande loi sur le handicap. Tout est inscrit dans cette loi vraiment fondatrice de la loi de 2005, dont nous avons fêté les 15 ans avec le président de la République, le 11 février dernier, où nous avons réaffirmé ce droit à circuler partout. Les murs de l'école, il faut que ces murs physiques tombent. C'est bien ça l'enjeu de cette société inclusive. Alors historiquement, dans les années 50, nous avons délégué aux associations ce service justement public d'accompagner les personnes en situation de handicap. Nous avons fait le choix en France de poursuivre le financement des établissements médico-sociaux, enfants et adultes. D'autres pays ont fait un choix différent. J'en parlais tout à l'heure avec Mario, 77 lois de tremblement de terre en Italie. Pourquoi donc nous avons encore un retard sur ce degré d'acceptation de la différence et pourquoi nous avons encore des responsables, je dis bien des responsables puisque les collectivités locales sont tenues donc par les mairies, mais les collèges sont aussi en responsabilité départementale, les lycées sont en responsabilité régionale. Pourquoi encore certains s'affranchissent parfois
de cette obligation, en fait, tout simplement de voir les enfants et leurs familles comme des citoyens avant tout. C'est ça, en fait. Vous me parlez d'une obligation de résultat. Elle est la même pour tous les citoyens, que vous soyez handicapés ou pas, c'est d'aller frapper à la porte d'un centre de loisirs, d'être accueilli, de vouloir déjeuner à la cantine, si vous respectez justement tout simplement ce qu'il faut faire pour aller à la cantine, de pouvoir aller à la salle de sport à côté. On ne peut plus avoir un refus, en fait, en disant « je ne sais pas faire, je ne suis pas formé ». Personne n'a été formé pour le handicap quand il arrive dans votre famille, ni les parents, ni la personne. Donc il faut faire cesser cette espèce de notion d'obligation non respectée. Ce n'est pas une obligation, c'est tout simplement qu'un citoyen, qu'il soit handicapé ou pas, a les mêmes droits que tout un chacun. Et il ne faut plus se dire « dois-je ?» Non, c'est comment on va vous accompagner pour mieux l'accompagner. C'est cette posture d'accompagnement en fait qu'il faut être auprès des mairies, auprès des citoyens, parce que chacun peut aussi faire un petit peu pour améliorer la vie de tout un chacun. Donc cette notion de devoir, elle doit se généraliser. Personne ne peut dire « je ne vous prends pas à la cantine parce que vous avez un handicap et je ne le connais pas ». C'est plus possible ça. Et on se met en position avec le ministre de l'Éducation nationale, avec la ministre de la Recherche, avec le ministre de l'Emploi, de dire maintenant ce n'est plus, un choix ou pas. Vous devez le faire. Et comment on vous accompagne, c'est ça qui est important. Je vous rappelle que le handicap, c'est la première cause de discrimination à l'emploi, partout. Donc on voit bien qu'on a un problème de regard. Premier regard, ah non, ça va être compliqué. Juste pour vous donner un petit éclairage, hier, j'étais dans l'Essonne pour l'ouverture de la première classe pour polyhandicapés dans l'école de la République. Vous savez ce que m'ont dit des enfants de 7 ans, 8 ans, 9 ans ? On ne les avait jamais vus, ces enfants, on ne savait même pas qu'ils existaient. Ils ne peuvent pas parler, peut-être ils ne peuvent pas marcher tout seuls, mais ils étaient où avant ? Des gamins qui me demandent où étaient les enfants handicapés. Donc vous voyez le retard colossal qu'on a pris en France historiquement. Mais maintenant, si vous voulez, c'est plus je peux refuser ou pas. Non, il faut vraiment se mettre en posture de dire vous ne pouvez plus le faire. Les maires sont totalement responsables des citoyens de leur commune. Et c'est avant tout un citoyen de sa commune qui doit pouvoir circuler. Mais pour changer ce regard, il faut voir les personnes. Et trop longtemps, les personnes ont été assignées à résidence dans des établissements sans que cette circulation soit possible. Retard, bien sûr, d'accessibilité physique, mais je vous rappelle qu'il n'y a que 3% de personnes qui sont à mobilité réduite en fauteuil. La majorité des handicaps sont d'abord invisibles, 80% d'entre eux, donc compliqués aussi à accepter. Et puis surtout, il nous faut former, de façon initiale, tous les membres des communautés éducatives et tout, et là on est très en retard. Et il nous faut former tout de suite aussi en réaction quand justement il y a une situation de handicap compliquée. C'est l'affaire de tous, c'est cette notion en fait de responsabilité collective. Et un maire, et nous travaillons beaucoup avec les maires, puisque j'interviendrai bien sûr au Congrès des maires de France, mais surtout avec les départements aussi, puisque les départements copartagent et sont en co-responsabilité avec l'État, ils sont chefs de file des politiques de solidarité, et nous devons améliorer la vie. On a en permanence demandé aux personnes handicapées de prouver leur capacité à vivre avec nous. Mais c'est quand même aberrant. Depuis 2005, c'est l'environnement qui doit s'adapter. Pourquoi devons-nous tout le temps demander aux personnes handicapées « vous avez le droit de pouvoir continuer à vivre avec nous, à l'école, que vous avez le droit de pouvoir travailler avec nous ». Non, c'est vraiment « vous pouvez le faire, vous devez le faire ». D'abord, ils aspirent à le faire, et nous allons nous mettre en situation d'adapter notre environnement. Donc, ce n'est pas une obligation de résultat que nous devons, c'est tout simplement accompagner le fait que ça doit être vraiment incontournable. Merci, c'est très clair. Monsieur Stasi. Oui. J'ai écouté Madame le ministre avec attention et des mots ont eu évidemment une résonance particulière auprès du président de la LICRA que je suis, ce sont les mots citoyens et le mot regard. Puisque nous en discutions tout à l'heure, je suis persuadé que la lutte contre le racisme et l'antisémitisme doit avoir comme corollaire aussi important la lutte contre les discriminations et un bloc que j'appelle celui de la laïcité. C'est-à-dire qu'on doit en effet faire de nos gamins des citoyens. Des citoyens. Et le citoyen s'enrichit de la diversité de l'offre de regard qu'on lui propose. Et à la LICRA, des bénévoles, évidemment, vont dans les lycées, dans les collèges, dans l'école primaire, on en parlait, pour faire comprendre à ces gamins l'acceptation de l'autre, l'acceptation de la diversité, quelle que soit
son handicap ou sa couleur de peau, son origine ou sa prétendue race, et expliquer que faire d'eux un citoyen, c'est trouver un espace de construction commun. Et que le regard qui est le leur doit être le plus riche possible. Et il faut accompagner les décideurs, mais il faut que le handicap soit accepté par ceux qui vivront avec celui qui n'est finalement pas si différent à partir du moment où on se reconnaît en l'autre. Et c'est tout ce travail que je voulais mettre en lumière d'associations comme la nôtre, en partenariat. Nous sommes des partenaires, hein, des collectivités territoriales, du ministère de l'Éducation nationale, en partenariat avec ces décideurs-là. C'est un partenariat républicain pour faire de nos gamins, de nos jeunes, des citoyens à part entière. Mixité de toutes sortes dans nos établissements scolaires. Je pense qu'il y a un enjeu aussi considérable dès le plus jeune âge, favorisant la mixité et la richesse du regard. Mais ce que vous dites, c'est important. Excusez-moi, pour cela, il faut qu'il y ait un accès naturel à l'école publique, un accès naturel à l'emploi. Et c'est ça qui est très important. Et en France, on a une richesse de professionnels qui peuvent venir justement accompagner cette transformation de la société que je suis en train de porter, parce qu'on est en train de faire une révolution. On a 28% d'élèves handicapés en plus dans l'école de la République en 3 ans. On a ouvert massivement les portes, mais ce n'est pas l'affaire que du seul enseignant. Et c'est là, en fait, notre richesse. Et ce n'est pas l'affaire que du seul maire. Personne ne porte tout seul cette capacité à réussir un parcours. Et on a en France des professionnels dits spécialistes du médico-social qui ont vraiment une expertise, et il faut qu'on puisse les faire circuler partout là où on en a besoin, dans les maisons, dans les entreprises, dans les écoles, et c'est en partenariat qu'on réussira. Donc ça, c'est très important d'inscrire cet accompagnement partout de l'environnement de vie. Et vous l'avez dit, je te laisse la parole, Olivier, après. Pour changer le regard, il faut qu'on voit les personnes. Donc on a cette unité de lieu qui est le creuset de l'école de la République où tout le monde doit pouvoir apprendre ensemble. Je voudrais faire une citation et dire que la société inclusive, c'est une société qui se flexibilise pour offrir au sein du bien commun un chez-soi pour tous. Alors cette citation, elle n'est pas de moi, elle est de Charles Gardou, l'un des pères de l'inclusion en France, qui a fortement travaillé ce sujet du handicap et puis de l'approche notamment culturelle dans différentes cultures dans notre pays, mais pas que. Il a écrit un livre qui s'appelle « La société inclusive, parlons-en ». Et je crois que depuis 3 ans, en fait, depuis l'élection d'Emmanuel Macron, plus que d'en parler, je crois que nous la faisons, cette société inclusive. Donc, nous, avec l'Inclusion en marche, nous avons entendu en 2017 cet appel très fort, cette carte blanche que le président de la République avait portée avant l'élection présidentielle. Et donc, nous avons décidé, vous disiez, Sophie Cluzel, qu'on ne peut pas faire les choses tout seul, il faut un vrai mouvement. Et donc, nous avons créé un mouvement politique qui est l'Inclusion en marche, avec quelques marcheurs au début. Et puis, ce mouvement, maintenant, grandit. Et durant ce campus, nous aurons des correspondants inclusion qui vont travailler ce sujet pour permettre de sensibiliser, porter des propositions et faire que ces sujets avancent. Et je voudrais signaler aussi, avant de parler de l'éducation, parce que c'est un sujet important cette rentrée scolaire, saluer 2 actions dans nos territoires, parce que pendant ces 2 journées, ces sujets-là seront travaillés, notamment à Nevers, dont on voit le direct à l'écran. Cet après-midi, il y aura une plénière sur l'inclusion des personnes sourdes dans notre pays auprès des services publics. Et donc, nous, alors, on est un petit peu dedans parce qu'on n'a pas nos masques transparents, on s'en excuse d'avance, vraiment, bravo Madame la Ministre, mais du coup, il y a des délais de production qui nous ont empêchés d'avoir ce masque transparent à temps, donc on s'en excuse. Je voudrais aussi, je sais que c'est un sujet qui est fortement travaillé au sein du gouvernement et porté, c'est celui des inégalités territoriales. Je sais que, comme vous disiez, la politique du handicap est partagée entre l'État et les conseils départementaux. Et donc, il y a un sujet sur les inégalités territoriales, notamment dans la politique du handicap, et encore plus lorsque ces territoires sont éloignés. Et donc, je salue tous les territoires d'outre-mer, et je salue également l'équipe de l'île de la Réunion, qui nous regarde et avec qui je serai en visio demain matin, Lucien, Anne-Marie, qui travaillent avec tous les marcheurs et toute leur équipe. Donc concernant la rentrée, on ne va pas tout détailler, toutes les mesures. Moi, il y a
Je suis enseignant, donc il y a une mesure que je constate sur le terrain et qui fonctionne, c'est celle des enseignants référents autisme qui s'inscrivent dans toutes les équipes départementales. Et là, je salue un personnel qui est vraiment très très bien formé, qui intervient auprès des parents, qui intervient auprès des enfants, auprès des enseignants, pour mettre en place des pictogrammes, structurer l'espace, le temps de la classe, voilà, de façon à accueillir les enfants autistes dans les classes. Donc ça, c'est quelque chose qui marche, qui est dans nos classes, et c'est important de le dire. Après, il y a un sujet aussi, vous parliez... Si je puis me permettre, engagement du ministre et de moi-même, 50 enseignants qui ont été déployés l'année dernière, 50 cette année, tous les départements sont couverts. Tout à fait. Tout à fait. Je peux en témoigner, ça fonctionne très très bien. Il y a aussi beaucoup d'inquiétudes sur, vous parliez du choix politique qui avait été fait il y a quelques années sur les institutions spécialisées, et je pense que là, on est à une croisée des chemins, et je pense qu'il est important de poser ce sujet. Et moi qui travaille dans un institut médico-éducatif, puisque je suis enseignant spécialisé auprès des enfants handicapés, je vois des fois les drames de l'exclusion, en fait, au quotidien, d'enfants à qui on n'autorise pas à aller dans les écoles, dans les collèges ou dans les lycées, et à qui on ne permet pas, en fait, de se développer, de grandir avec les autres. Et je vois aussi les effets bénéfiques de l'éducation inclusive, des enfants qui s'épanouissent, qui retrouvent le sourire parce qu'en fait, on les considère et ensuite regagnent une estime d'eux-mêmes qui est très importante. Et donc ce sujet, alors il y a eu évidemment la loi de 2005, moi je citerai la Convention internationale des droits des personnes handicapées que la France a ratifiée en 2010. Et alors, ce n'est pas la faute du gouvernement, mais le rapport que la rapporteuse de l'ONU a rendu l'année dernière un petit peu cinglant. Et je pense que c'est important que dans ces réflexions qu'on a aujourd'hui, on le mette un petit peu dans le débat. Et je vais vous lire un petit extrait, si vous le permettez. Donc, la rapporteuse spéciale demande instamment à la France de fermer les établissements médico-sociaux existants afin de permettre à tous les enfants handicapés d'être scolarisés dans des établissements ordinaires et de bénéficier de l'aide appropriée. Elle l'a pris également de placer toutes les ressources financières et humaines consacrées à l'éducation des enfants handicapés sous la seule responsabilité du ministère de l'Éducation nationale. Les institutions possèdent certaines caractéristiques communes. Par exemple, elles contribuent à l'isolement, à la ségrégation des personnes handicapées, au détriment de leur autonomie de vie et de leur inclusion dans la société. Elles privent les personnes handicapées de la possibilité de décider par elles-mêmes dans la vie de tous les jours. Et elle termine, les États doivent éliminer toute forme de placement en institution de personnes handicapées et mettre en place des modalités claires de désinstitutionnalisation. Alors c'est vrai que c'est un mot qui est un peu débattu, beaucoup débattu, mais lorsqu'on a ça sous les yeux, en tant que responsable politique, la question que j'ai envie de poser, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Alors, j'ai reçu Catalinas Devandas Aguilar pendant sa tournée. Nous défendons le rapport de l'ONU en mars 2021, puisqu'il a été reporté à cause du Covid. C'est un enjeu majeur. Moi, je transforme. Je me sers de l'expertise des médico-sociaux. Je les fais sortir des murs. Et les associations sont extrêmement allantes là-dessus. C'est un accompagnement au changement des professionnels. Vous ne travaillez plus dans des murs, vous travaillez au domicile. Et le confinement nous a fait accélérer ce changement de pratique. Les établissements ont fermé pendant le confinement. On a travaillé différemment, en direct. Et là, qu'est-ce qu'on a découvert ? L'expertise parentale. On a découvert que les parents, que les personnes handicapées avaient une parole à porter, se connaissaient, savaient ce qu'il fallait. Ça a changé aussi leur lien avec les professionnels. Et on accélère là-dessus. Et c'est un des engagements du président de la République. Inconditionnalité de l'accompagnement. La prise en charge, elle ne s'arrête pas à 16h30. Vous, parents, vous avez toujours votre enfant handicapé. Après 16h30, il est toujours handicapé. Donc, comment on transforme ? C'est un enjeu colossal. Il faut qu'on y arrive. Ce n'est pas plus d'argent, c'est mieux d'argent. Le budget du handicap, c'est 46 milliards. 46 milliards dans les établissements médico-sociaux, à la personne directement, avec l'allocation de 10 milliards. Les pensions d'invalidité. Eh bien, le ressenti de la personne n'est pas à la hauteur des sommes que nous investissons. Donc, il faut qu'on change notre mode de financement, qu'on aille beaucoup plus à la personne, qu'on aille beaucoup plus sur des prestations qui puissent l'accompagner. Et cet enjeu, il n'est pas que pour le handicap, il est aussi pour les personnes âgées. C'est bien l'enjeu de notre révolution que nous sommes en train de faire avec la 5e branche de l'autonomie, qui doit nous permettre d'accompagner partout, de rester chez soi, quand on veut vivre, quand on veut bien vieillir chez soi. C'est un enjeu colossal. Et c'est comme ça qu'on changera le regard.
Pourquoi? Parce que les personnes resteront en cœur de ville, seront toujours citoyens de leur commune avec le même choix que tout un chacun. Pourquoi, vous, quand nous allons être à la retraite, nous prenons notre retraite, nous restons chez nous? Les personnes adultes qui prennent leur retraite d'un établissement protégé, elles doivent changer de lieu parce que leur foyer est lié avec leur outil de travail. C'est insupportable. Donc là, nous avons un enjeu colossal et j'ai besoin des élus, bien sûr, parce que nous devons absolument changer la donne. Donc c'est en effet des outils législatifs, mais c'est surtout une pratique de territoire. Et Olivier, vous parliez tout à l'heure des départements. Je vais lancer une grande campagne justement pour améliorer l'accès aux droits de façon équitable sur le territoire. C'est un chantier colossal. Et avec l'Association des départements de France, nous y travaillons. Nous allons vraiment pouvoir montrer les avantages et les avancées département par département, parce que cette inéquité territoriale, elle est insupportable pour les familles. Quand on met 3 mois pour répondre dans un département et qu'on met 12 mois dans un autre, c'est pas entendable. Et moi, je suis la ministre de toutes les personnes handicapées, où qu'elles soient. Donc un gros enjeu de participation ensemble, mais encore une fois, ça servira à la société. Alors ce mot inclusif, c'est un peu tarte à la crème. Moi, je parle de scolarisation, je parle d'insertion professionnelle, je parle de participation sportive et culturelle au plus près de chez soi. Faisons attention à ce terme d'inclusif. On en a besoin, mais expliquons-le concrètement ce que ça veut dire. C'est tout simplement vivre et travailler et apprendre ensemble. Oui, tout à fait. Alors, je tenais juste à remercier déjà les premières questions qui arrivent via le campus, mais également en ligne. N'hésitez pas à les poser. Non pas qu'on les passe maintenant, on les passera sur le second temps. Et ça sera aussi l'occasion justement de revenir sur le sujet spécifique des personnes porteuses de handicap. Si vous le voulez bien, on passe au sujet d'après, qui quelque part est aussi lié, vous m'avez fait une très belle transition, Madame la Ministre, qui est l'entreprise. Et l'entreprise, effectivement, il va sans dire que c'est le lieu par excellence des discriminations. Discrimination à l'embauche, mais aussi discrimination pour l'évolution de carrière. Pour revenir à la genèse, sur l'embauche, on a longtemps parlé, et c'est un sujet qui revient sans cesse, sans arrêt, le CV anonyme. Que faudrait-il faire sur ce sujet? Faudrait-il l'abroger, l'avancer, le remettre sur la table, le changer, le modifier? Quels sont vos avis sur ce sujet? Mon problème, c'est que je porte une politique d'embauche avec un quota de 6% dans les entreprises et il faut que les personnes puissent annoncer, si vous voulez, leur handicap pour que les entreprises puissent remplir leur quota et donc se déclarer. Donc un CV anonyme aussi, mais qu'est-ce qu'on fait donc de cette notion de reconnaissance d'égalité de travailleurs handicapés qui permet de travailler les compensations, les adaptations nécessaires dans une entreprise pour être de façon optimale? Donc c'est un sujet sur lequel il faut qu'on débatte parce que anonyme, ça veut dire quoi? Anonyme, ok, je ne dis pas d'où je viens, je ne dis pas qui je suis, mais pour autant, j'ai quelques spécificités parfois qui font que... Donc c'est un sujet que je mets à débat. Je pense que l'analyse est bonne, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, à mon avis, juste anonymiser les CV. D'ailleurs, certaines études montrent que l'efficacité est tout à fait relative. Et surtout, dans la pratique, quand on questionne les gens qui sont dans les entreprises, on s'aperçoit que passer la barrière du CV, finalement, en fait, la discrimination revient après. Une fois qu'on a fait l'entretien, ça revient. Donc, je pense que ce qu'il faut, c'est travailler le mal à la racine. Il faut sensibiliser les chefs d'entreprise, les collègues, toutes les personnes avec qui on peut travailler, que c'est une forme de discrimination. Beaucoup discriminent sans le savoir. Donc, il faut absolument, je pense, travailler en amont et que les gens comprennent bien que tel type, telle forme de comportement est une discrimination et que c'est interdit par la loi. Et ensuite, comprendre aussi qu'ils ont intérêt, parce que c'est enrichissant, de travailler avec des gens d'origine différente, de formations différentes, etc. Et c'est un travail, je pense, sociétal qui est important. Il faut que nous menions ensemble. Je vais revenir tout à l'heure sur ce que vous aviez dit, Madame la Ministre. Je suis assez fier, en fait, d'être député En Marche. Quand je vois le résultat, je crois qu'on a eu 84 000 enfants en plus qui ont été acceptés dans les écoles de la République. Et c'est un progrès incroyable. Quand on voit que depuis 2017 seulement, en 3 ans, vous avez réussi à faire ça, alors que ça fait des décennies que ce problème se pose. Et nous avons également, je pense, un travail de fond à faire dans le quotidien. Moi, j'avais pour projet, en fait, avant d'être élu à l'Assemblée, d'utiliser 2 ans de ma réserve parlementaire pour adapter les commerces pour que tout un chacun puisse accéder juste au commerce de tous les jours, c'est-à-dire acheter le pain, acheter le lait, enfin voilà. Et c'est une obligation en fait légale qui existe depuis des décennies. Tout le monde en parle. C'est de la responsabilité du maire, de la région, etc. Mais
dans la pratique, je m'aperçois que très très peu de commerces ou de passages d'accès sont adaptés. Et il faut que chacun de nous y mette du sien, avec les associations, avec les mairies, etc., qu'on travaille ensemble à rendre le quotidien pour les personnes à mobilité réduite plus facile. Pour tout le monde. Hier, on a évoqué, en rentrant d'Amiens, un sujet aussi qui est important. On parle beaucoup de personnes qui ont des difficultés en général, pas seulement de handicap, des personnes âgées, etc. Et on parle très peu des jeunes aidants. Les jeunes aidants, ce sont 550 000 personnes qui n'existent pas. On ne les connaît pas, on ne sait même pas qu'ils existent. Et je pense que là, comme vous le disiez, Madame la Ministre, ce n'est pas une question de plus d'argent. C'est parfois une sensibilisation, savoir déjà qu'ils existent, quelles problématiques, comment on peut adapter, par exemple, l'environnement de travail, y compris dans les écoles. Il y a des jeunes enfants qui sont en 10-15 ans et qui, tous les matins, se lèvent 2-3 heures plus tôt que leurs collègues, leurs camarades, pour aller aider, préparer le petit déjeuner pour la grand-mère, etc. Et ça, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas oublier, nier et ne pas regarder en face d'une société comme la nôtre. Je voulais m'exprimer sur le CV anonyme. J'entends et je comprends bien évidemment, Madame le Ministre, les obligations de quotas. Et je pense que justement l'intelligence d'une politique, c'est celle qui concilie l'un et l'autre. C'est-à-dire que je suis pour l'extension du CV anonyme. Vous avez un nom et un prénom maghrébin, vous êtes discriminé à l'embauche. C'est un fait. C'est malheureusement un fait, c'est malheureusement une réalité. Et il faut concilier, en effet, cette réalité avec le quota. Alors après, il faut voir ce qui existe. Il existe, par exemple, l'inspection du travail. Et je trouve que c'est un outil qui est totalement sous-utilisé dans le rappel aux obligations faites à l'employeur, justement, de ce quota, ou la dénonciation, article 40, auprès du procureur, lorsque des discriminations après l'embauche, d'ailleurs, pendant ou après l'embauche sont constatées. Cet outil, qui est un outil de surveillance, un outil parfois de dénonciation vers une sanction, doit aussi être un outil, j'allais dire, d'accompagnement et qui permet de voir pour l'employeur si celui-ci atteint ou n'atteint pas le quota de bonne ou de mauvaise foi. Je veux dire par là qu'il y a l'embauche, il y a l'intention de l'employeur et il y a la pratique par la suite. Vous avez raison, monsieur le député. Et lors de cette vie de l'entreprise, l'inspecteur du travail doit retrouver pleinement et effectivement son rôle. Pourquoi je dis cela ? Parce que lorsqu'on arrive jusqu'à une judiciarisation du problème de la discrimination, c'est un demi-échec. Et c'est l'avocat qui vous parle. Et c'est presque trop tard. Et j'en profite pour dire qu'à la LICRA, nous avons alerté en 2017 tous les parquets généraux de France. Parce qu'à Paris, nous avions constaté qu'une seule affaire au parquet avait fait l'objet d'une autosaisine. Et on s'est dit, mais où est la politique pénale ? Alors on est dans la judiciarisation, mais où est la politique pénale, donc la volonté politique de lutte contre les discriminations à l'emploi ? Et nous avons eu que très peu de réponses. C'est dire que la solution aujourd'hui, malheureusement, ne doit pas être recherchée en absence d'une volonté politique. Ce n'est pas à vous que je m'adresse, bien évidemment, mais c'est à celui qui est en charge de cette volonté politique de lutte contre les discriminations et qui aurait peut-être des circulaires à faire adresser à ces parquets généraux. Il y a un travail en amont au sein de l'entreprise avec les inspecteurs du travail. Voilà ce que je voulais dire. Et les associations que nous sommes, par exemple, et j'en aurais terminé, c'est promis, sommes autorisés à agir dans le cadre de l'embauche, mais nous ne sommes pas recevables pour les actions de groupe dans la vie de la société après, lorsque des discriminations, et c'est pourtant là où elles sont les plus patentes et les plus récurrentes, plus encore qu'à l'embauche, sont constatées. Ce sont simplement les syndicats. Donc il y a pas plus de lois, c'est tout à fait exact, mais voyons dans la loi ce qui permet une espèce de médiation intelligente avec l'inspecteur du travail qui permettrait d'atteindre les quotas tout en incluant à l'embauche les CV anonymes, et voyons aussi comment on peut avoir des garde-fous, les associations qui, lorsqu'elles sont sérieuses, font bien leur rôle, remplissent bien leur rôle, leur permettre d'aider le salarié qui, dans le cadre de la vie au sein de l'entreprise, se voit victime de discrimination. Ça ne veut pas dire pour autant, et j'en termine, que ça ira automatiquement vers la judiciarisation, mais le dialogue avec le chef d'entreprise, que ce soit par une personne tiers, association ou autre,
tiers inspecteur du travail, pour le remettre dans le droit fil de ce qui est autorisé, est à mon sens indispensable. Est-ce que je peux me permettre de vous poser une question? Est-ce que vous constatez que dans d'autres pays, le CV anonyme fonctionne? Pourquoi je vous pose ça? C'est que, par exemple, en Angleterre, il n'y a pas de quota sur l'embauche. Nous, on en a depuis 30 ans, c'est 6%. Non, on est à 3,6% d'embauche dans l'emploi, en emploi privé, dans les entreprises en France. En Angleterre, on est à peu près équivalent. Par contre, les chefs d'entreprise, ils se sont engagés, quand ils reçoivent un CV qui porte justement la motion handicap, à recevoir la personne, à faire de la discrime positive. Donc, est-ce que l'arme coercitive est plus, je dirais, à succès que l'arme incitative? La coercitive, elle existe chez nous en France depuis 30 ans. Il faut qu'on fasse en fait une politique de dire que la différence peut être une arme d'amélioration dans votre entreprise managériale, une arme d'amélioration de votre cohésion sociale en entreprise. Si on en fait quelque chose de très coercitif et punitif, ce qui est le cas depuis 35 ans, on n'avance pas assez vite. Mais voilà, c'est ça, c'est un peu ça. Il me semble que la tonalité de mon propos n'était pas une tonalité coercitive. Non, mais ou moi, certainement. Et j'ai vraiment essayé de faire le balance. Vous m'avez entendu évoquer la non-judiciarisation, le terme de médiation, d'intervention d'un tiers, d'un constat réel, c'est qu'aujourd'hui, il y a une discrimination selon la prétendue race. Les gens de couleur ou avec un nom à consonance étrangère sont discriminés à l'embauche. C'est un fait. Alors, je ne dis pas, et je ne veux pas du tout répressif, je n'oublie jamais qu'il faut faire de chacun un citoyen, mais il n'empêche qu'il y a, je me répète, il y a quand même, comment lutter contre cette discrimination? Je crois en l'homme, je crois en la force de la différence, je crois en la mixité, sinon je ne m'engagerai pas dans cette association, mais je pars du constat que l'homme doit être éduqué. Il faut une règle. Est-ce que la règle actuelle, à l'embauche, permet à elle seule la lutte contre la discrimination? Non. Mais ce n'est pas une fin en soi. Je ne prends pas un outil dans sa solitude. Je le conçois dans une politique plus globale, plus complexe, faite de médiation, de rappel à la loi, d'existence de la sanction. Il faut l'un et l'autre. Mais je ne peux pas, je pars d'un constat, je le crois indispensable. À lui seul, il ne réglera rien. On est d'accord, bien sûr. Moi, je rejoins tout à fait. D'abord, j'entends ce que vous dites, maître, mais je rejoins plutôt dans le fond, enfin dans l'esprit, plutôt la vision d'un ministre, dans le sens où la sanction, la punition, on l'a vu depuis 30 ans, ça ne fonctionne pas bien. Les dernières études sur les CV anonymes montrent également que en fait, l'efficacité est tout à fait relative. Et à mon avis, et je reviens là-dessus, je pense qu'il faut faire comprendre aux chefs d'entreprise qu'ils ont intérêt. Et à partir du moment où ils sentent leur intérêt, ils vont dans le bon sens. Et je dirais qu'il y a une autre chose, et ça va peut-être faire la transition sur la suite. On a aussi, je pense, on souffre d'une image qui est véhiculée, des stéréotypes sont véhiculés. Et pour ça, il faut qu'on arrive à casser ça. Et une des choses qu'il faudrait faire, c'est justement sanctionner fortement ceux qui sortent du cadre de la loi et qui ensuite, parce qu'ils sont de telle origine, jettent le discrédit sur tous les gens de la même communauté. Et ça, je trouve ça vraiment dommageable, parce qu'on a du coup des stéréotypes. On ne va pas embaucher telle personne parce qu'il y a une consonance dans son prénom, dans son nom, etc. Et ça, c'est insupportable. On ne peut pas juste discriminer quelqu'un alors qu'on ne l'a même pas vu, on n'a même pas entendu, et bien parce que son prénom, qui était choisi pas par lui, par ses parents, en fait, lui colle un boulet toute sa vie. Voilà. Mais je termine, c'est promis. Le chef d'entreprise cherche l'efficacité économique. L'efficacité économique, c'est quoi? C'est la bonne marge de son entreprise. La bonne marge de son entreprise, c'est quoi? C'est un esprit collectif. Un esprit collectif, c'est quoi? C'est tous équitablement qui visent le même but. Tous équitablement d'où qu'ils viennent. Donc une fois qu'on aura compris que la mixité, la diversité, la richesse permet à une entreprise d'être plus performante, donc tout se tient. Tout se tient. L'acceptation de l'autre donne un sens collectif, une dynamique
qui va vers la performance économique. Donc, il est certain qu'il faut trouver des points d'entrée pour expliquer au chef d'entreprise qu'il a tout à gagner à la mixité et à l'enrichissement. C'est évident. Mais je pense qu'il faut quand même une règle. Et une règle, il y a des incitations, des sanctions, prononçables ou pas, des poursuites ou pas, mais il faut une règle. Voilà. Mais il faut surtout former les RH différemment. Il faut former dans les écoles de commerce l'acceptation d'une différence qui sera une réalité. La racine, elle est là. C'est qu'il faut qu'on change notre logiciel matriciel d'embauche par rapport à la compétence avant tout. Donc ça veut dire que c'est sur les RH qu'il faut vraiment travailler, sur les écoles de commerce. Hein. Nous faisons des formations auprès des RH sur ce sujet-là. Bien sûr, vous avez raison. Moi, je pense que c'est une mesure qui fait débat, donc du coup, je pense qu'il faut aussi un petit peu l'insérer dans quelque chose de beaucoup plus large. Et je suis d'accord avec l'idée de valoriser les entreprises qui accueillent, et à ce sujet, et qui embauchent, oui, mais qui ont des bonnes pratiques. Et donc, je voudrais saluer quand même le Haut Commissariat à l'inclusion par l'emploi, qui est piloté par Thibaut Guilluy, qui justement permet de valoriser et dire que les entreprises qui accueillent, qui font partie de l'économie sociale et solidaire, en fait, sont plus efficaces d'un point de vue de l'activité économique, plus robustes. On l'a vu pendant la crise. Les entreprises qui mettaient la coopération au cœur de leur action économique étaient bien plus résistantes que les entreprises qui ont un capitalisme classique. Et donc ça, la valorisation aussi des compétences. Je pense par exemple aux adultes autistes qui ont des spécificités en fait, de fonctionnement qui permettent de développer une entreprise dans leur secteur. Après, la question par rapport aux 6%, c'est une question que je pose. Est-ce que la pression financière des sanctions, est-ce qu'elle est trop légère ou est-ce qu'il faudrait l'accentuer pour sanctionner plus les entreprises afin qu'elles ne discriminent pas? Parce que l'objectif, c'est quand même la non-discrimination, parce que les entreprises préfèrent payer la taxe plutôt que d'embaucher et d'être dans la loi. Donc, est-ce que la réponse ce ne serait pas d'accentuer la pression financière sur les entreprises qui ne respectent pas la loi? Avec la crise économique que nous avons, ce n'est pas dans l'air du temps. Moi, je préfère accompagner, développer justement les services d'emploi accompagnés, être aux côtés des chefs d'entreprise pour leur dire allez-y. On a quand même 100 millions sur la table avec une mesure forte pour abaisser le coût du travail, 4 000 € vraiment de soutien pour tous CDD de plus de 3 mois ou des CDI à partir de maintenant jusqu'à février 2021. Alors faites-le savoir. Ça, vraiment, pour jusqu'à une valorisation de 2 fois le SMIC, des personnes qui ont une compétence qui demandent qu'à monter, c'est un coût de travail presque zéro, donc il faut vraiment y aller. Donc moi, je préfère être incitatif en accompagnement des entreprises. On a valorisé l'apprentissage, pour avoir 8 000 € d'aide pour un contrat d'apprentissage, c'est un levier extraordinaire. On bonifie le compte formation. Donc voilà, on s'est mis en mode accompagnement plus, et c'est comme ça, je pense qu'on y réussira. Passons rapidement parce que le temps presse et je suis aussi le maître du temps, désolée pour aujourd'hui. Et puis nous avons des questions qui arrivent. Certaines questions, je m'adresse particulièrement à Luc, Marie et Thomas qui sont en ligne et qui nous posent des questions. Nous allons aussi après aller sur le campus Bourgogne-Franche-Comté. Avant d'y passer, et du coup ça nous permettra d'y revenir après sur les sujets dont on vient de parler, le dernier thème qu'on va aborder, la culture, je pense qu'elle viendra sur les questions, c'est la sécurité. Et c'est aussi beaucoup lié à l'actualité, bien évidemment. Comment améliorer le rapport, alors l'actualité en France, attention, pas de mauvais sous-entendu, comment améliorer la relation finalement entre les forces de l'ordre et la population pour éviter certains sujets de discrimination qui, en plus, vont souvent mettre à mal l'autorité des forces de l'ordre sur le territoire. Il a été question, alors quelques propositions ont été mises en place. Une encore revient assez souvent, c'est la remise d'un récépissé quand on a été contrôlé, qui permettrait de le suivre. Certains pays européens l'ont mis en place, malgré la forte réticence des forces de l'ordre, pour au final arriver sur un bilan qui est plutôt positif et qui va dans le bon sens sur soit la lutte contre les discriminations et ou dire qu'effectivement, sur cet aspect-là, il n'y avait pas lieu à porter acte de discrimination. Qu'en pensez-vous ? Tout ce qui est nécessaire et indispensable à rétablir le lien de confiance entre les forces de l'autorité et la population doit être mis en œuvre. Donc, parti de ce postulat, je suis évidemment pour le récépissé, je suis pour les caméras,
Je souhaite, et je vais d'ailleurs conclure à la LICRA, un partenariat, une convention avec le ministère de l'Intérieur, une grande convention de formation des forces de police et des gendarmes à la sensibilisation au racisme, à l'antisémitisme, aux discriminations et autres. On va former dans les écoles les uns et les autres. C'est en train d'être rédigé, cette convention pluriannuelle, avec nos dizaines et dizaines de bénévoles qui iront partout en France former les jeunes commissaires, les apprentis commissaires et gendarmes. Tout ce qui est en faveur du rétablissement du lien de confiance est indispensable. J'ai tout dit. Mais ça veut aussi, ça explique aussi, enfin cette convention, ce sera aussi comment, chez les forces de police, déceler parmi eux ceux qui sont victimes de racisme et de discrimination. C'est aussi dans ce sens-là, hein, je tiens à le préciser, et les aider aussi lorsqu'ils sont victimes, mais déceler, leur apprendre à déceler parmi leurs collègues ceux qui vont vers des dérives inquiétantes. Donc c'est un vrai travail toujours d'apprentissage, de formation. Le récépissé, c'est un outil. C'est comme le CV anonyme. Si je puis juste compléter, c'est former aussi à la parole différente. Hein, quand il y a des interactions justement avec les forces de l'ordre et des personnes justement différentes. Des personnes qui parlent mal le français, des personnes qui comprennent mal. On l'a vu bien pendant le confinement, hein, la difficulté des forces de l'ordre de faire respecter par exemple les sorties qu'on avait par dérogation accordé beaucoup plus pour les personnes handicapées qui présentaient des autismes, des troubles de comportement qui sont des handicaps invisibles, qui étaient difficilement compréhensibles par les forces de l'ordre. Donc on voit bien que c'est un travail permanent de formation, vous l'avez très bien dit. Les associations justement spécialistes signent aussi des conventions avec la gendarmerie par exemple, et avec Jacqueline Gouraud, on avait signé avec l'UNAPI une grosse formation pour justement engager ce mouvement de dire les personnes sont différentes, vous n'avez pas été formés pour la différence. Depuis très très longtemps, on a fait des formations qui sont totalement monocordes et qui sont normatives hein, sur la relation que je peux avoir avec quelqu'un d'autre. Eh bien, c'est le moment de dire que dans votre interaction, mais c'est vrai pour tout le monde, dans votre interaction, vous allez avoir des personnes extrêmement différentes. Parce que notre France était extrêmement plurielle et différente, et qu'il faut qu'on prenne en compte cette diversité quelle qu'elle soit. Et donc, je pense que le maître mot, c'est ça, c'est de la formation, s'appuyer sur le tissu associatif, quel qu'il soit, pour passer ce relais. Et on a en France un tissu associatif avec des bénévoles qui sont des experts justement dans leur domaine de façon incroyable. Et c'est là-dessus qu'il faut qu'on s'appuie. Nous, l'État, on ne pourra rien faire tout seul. Les collectivités non plus. Et c'est ce partenariat, pour reboucler avec ce qu'on disait au début, qui est très très important. Donc tout ce qui peut permettre justement ce regard de confiance envers les forces de l'ordre et d'autorité, je pense que sont bonnes à prendre en effet. Je vais pas aller sur cette thématique-là. Juste, je voudrais, par rapport à la formation, on dit faire une petite parenthèse sur les discriminations et les violences faites aux femmes handicapées. Voilà, par rapport à la formation. Et je pense que là aussi, il y a un sujet, on n'aura pas le temps de l'aborder, mais je voudrais juste dire qu'il y a 80% de femmes handicapées qui sont victimes de violences, qu'elles soient physiques, sexistes, à tous les niveaux. Donc du coup, là aussi, il y a un sujet de discrimination qui concerne évidemment la justice, la police. Et donc c'est un sujet aussi qui nous préoccupe fortement et sur lequel nous sommes mobilisés. Pardon. Bien, merci à vous. Il nous reste 10 petites minutes, mais elles seront un temps courtes et intenses. La priorité au duplex au campus de Bourgogne-Franche-Comté. Si vous avez des questions à poser sur le sujet des discriminations, plus particulièrement du handicap, la parole est à vous. Je ne sais pas trop à qui je m'adresse en particulier. Oh, on se promène. Donc, en attendant, peut-être revenir, il y a eu un sujet qui a énormément fait parler en ligne via notre live, qui est, on en a parlé aussi très longtemps ici, c'est le sujet de comment, entre guillemets, contraindre. Alors, on a bien entendu, il ne s'agit pas de contraindre, mais d'inciter. Mais par rapport à ça, les personnes qui sont porteuses de handicap... À poser sur le sujet des discriminations, plus particulièrement du handicap. Il y a un petit retour, pardon. Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que Paris, vous nous entendez? Oui. Oui, on vous entend très bien. Vous nous entendez ou pas? On vous entend très bien.
Oui, on vous entend avec un décalage. Allô, est-ce que vous nous entendez? Peut-être revenir, il y a eu un sujet qui a énormément fait parler. Ils nous entendent pas. Arrête. C'est bon? Et il est énorme le décalage. Ouais. En fait, nous vous entendons, mais avec un décalage quand même assez important. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse déjà commencer à répondre aux questions en ligne qui sont via le site internet. Et puis, une fois qu'on arrive à se recaler, de prendre les questions du campus. Je m'en excuse par avance. Vous entendez là? C'est bon. Il faut arrêter. Alors, on a un gros décalage, je crois. Vous pouvez pas arrêter là? Posons alors, les questions que nous avons par écrit. On va du coup effectivement revenir sur le sujet de la contrainte versus l'incitation. Et alors on a quelques personnes qui sont en ligne qui nous disent mais justement nous sommes personnes porteuses de handicap, visibles ou non d'ailleurs. Il est bien de faire évoluer les mentalités et d'inciter à nous embaucher et à nous faire évoluer dans les entreprises. En revanche, ça prend un peu de temps. Et nous, on n'a pas spécialement le temps en fait. Surtout dans le contexte économique que nous connaissons et dans lequel nous sommes entrés depuis quelques mois maintenant. Que peut-on leur répondre? Il faut qu'on crée les emplois avant tout. Donc, personnes handicapées ou personnes non handicapées, aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes en situation de crise économique. Donc, nous mettons toutes les incitations. Je vous rappelle l'immense plan jeunes, et c'est y compris les jeunes handicapés. Nous avons topé plus de 8000 jeunes en situation de handicap potentiel dans les annonces du plan jeunes. Donc là, on est en mode, je dirais, accompagnement plus. Donc la réponse, c'est il faut aller là où il y a de l'embauche, avant tout, parce que c'est une compétence dont l'entreprise a besoin. Et puis, vous aurez en plus tous les avantages. On en a fait des bonus vraiment pour le handicap, la politique de l'emploi, la politique de l'accompagnement, la politique de la mobilité aussi, puisque nous avons aussi des actions sur la mobilité pour tous les freins à mobilité. Donc là, j'ai à répondre, il faut déjà taper à la porte, la faire ouvrir cette porte. Alors, je vous rappelle que vous avez, pour les personnes handicapées, la 3e semaine de novembre, semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées. Nous remettons le duodé le 19 novembre. Et là, je fais un appel à tous les marcheurs et toutes les marcheuses. Le duodé est vraiment extraordinaire. C'est une journée où les personnes handicapées vont bosser avec des personnes non handicapées, en entreprise, en collectivité locale, territoriale. Il faut le porter haut et fort. C'est un vrai outil pour faire tomber les préjugés, pour aussi lever, l'autocensure des personnes handicapées, aller vers des métiers différents. Le président de la République, le Premier ministre, le gouvernement, les élus, depuis 3 ans, font le duodé. Les entreprises, nous avions plus de 40 000 duos qui avaient été formés l'année dernière. On devait le faire en mai, Covid étant là, nous le faisons le 19 novembre. Ce sont des outils comme ça. C'est une palette d'outils, comme disait Mario Stasi. C'est ça qu'il faut faire. C'est une palette d'outils. Ce n'est pas un outil en soi-même. C'est une vraie politique qui est portée au niveau du gouvernement. Et c'est bien pour ça que je suis rattachée auprès du Premier ministre. C'est pour faire changer la donne dans toutes les politiques publiques de droit commun. Donc je dis aux personnes handicapées qui cherchent du boulot, allez là déjà où on embauche, on vous accompagnera. S'il y a des problématiques liées au handicap, je vous rappelle quand même que vous avez des fonds qui sont gérés par l'AGFIP et le FIPHP qui sont là en appui aussi financier d'adaptation. Et puis faites-nous savoir si ça ne fonctionne pas très vite, qu'on puisse être réactif. Les entreprises doivent s'engager aujourd'hui. Elles ont des apports colossaux avec le plan France Relance, c'est très important à dire. Allons-y à fond, maintenons justement ces objectifs d'embauche d'emploi des personnes handicapées, d'embauche des jeunes. Tout est mis là pour réussir, donc il faut tout simplement y aller. Voilà. Oui, moi je pense qu'il faut aussi rappeler un point, c'est-à-dire que dans les entreprises, parfois quand on a un chef d'entreprise qui a une bonne volonté, pourquoi il préfère payer les 6% de taxes par exemple ? Parce que en fait, ça coûte très cher d'adapter un poste. Et je pense que la France, oui, je vais venir. Ça coûte très cher d'adapter. Et en fait, nous avons aujourd'hui des outils qui permettent de financer ça. Mais le problème, c'est que beaucoup de chefs d'entreprise ne savent pas. Et surtout, c'est oh là là, c'est compliqué. Donc il faut qu'on leur dise, ce n'est pas si compliqué que ça, et qu'on leur donne peut-être l'abécédaire pour accéder à ces aides. Parce que se dire d'emblée, oh non, c'est très compliqué, c'est très cher, etc. Finalement, en fait, beaucoup de choses pourraient être faites et, par méconnaissance, on ne les fait pas. C'est vrai, mais 80% des embauches ne nécessitent pas d'adaptation. Il faut le dire aussi haut et fort aux employeurs. Donc, il faut casser ce préjugé de dire c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué, c'est plus compliqué. Et nous sommes là vraiment pour vous accompagner. Et surtout, ne pas se cacher derrière.
Je me permets, alors, on a une petite solution pour le campus. Posez-vous nos questions. Moi, je les reçois. La technologie est si bien faite que je les reçois en direct, par écrit. On a une question de Sylvie, Madame la Ministre, pour vous. Sylvie qui est en ligne, qui demande justement sur le sujet des masques. Est-ce que l'État cofinancera l'achat des masques inclusifs par les collectivités ? Alors, déjà, les masques sont en production, ils ont été conçus, les masques transparents pour les personnes sourdes, pour continuer à communiquer. C'est un outil de protection, mais c'est un outil de communication, pour pouvoir lire sur les lèvres. Nous le développons. La production va être à 500 000 masques par mois. Grâce à qui ? Grâce à tout le tissu associatif des entreprises adaptées, solidaires et économiques. Résilience importante, capacité de reconversion professionnelle. L'État vient aux côtés des salariés dans les entreprises pour compenser le coût, grâce justement à la GFIP dont je parlais, puisqu'aujourd'hui ils sont entre 8 et 10 euros, un coût, ils sont lavables 25 fois, attention, donc ça c'est important, c'est pas un one shot, c'est pas des jetables. Donc ça c'est important, et qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien on va tout simplement aux côtés des entreprises pour permettre justement cette compensation du surcoût. Et j'ai bon espoir que les coûts baissent, parce que nous démultiplions 5 masques homologués par la Direction générale de l'armement. La production va se développer, nous allons faire baisser les coûts et nous allons faire un vrai outil de communication pour tout un chacun. Pour les orthophonistes, pour les enseignants spécialisés, certes, pour les personnes âgées, quoi de mieux que de revoir un sourire dans cette bienveillance. Pourquoi pas pour les forces de l'ordre, justement pour communiquer mieux. Voilà, nous sommes en train de monter vraiment en cadence pour offrir vraiment cet outil de communication à tout un chacun. Merci. Et nous avons une question de Sabine qui est sur le campus. Et après, le temps nous demandera justement de nous arrêter sur cette question. Sabine qui nous demande que pensez-vous de la mise en place d'un Grenelle du médico-social ? Ça fait résonance à ma vie associative parce que j'ai été une des premières à faire le Grenelle justement de la scolarisation des enfants handicapés il y a 10 ans à Dauphine. Et ce qui a un peu boosté aussi les lignes dans l'éducation nationale. Bon, mais je reprends ma casquette de ministre. Nous avons eu le Ségur de la santé. Nous travaillons avec Brigitte Bourguignon sur tous ces métiers du médico-social qui est si important, surtout si on veut développer le vivre chez soi, l'habitat partagé, l'habitat inclusif, intergénérationnel, qui est une vraie source de cohésion sociale et de solidarité partout, dans les milieux ruraux, dans les milieux urbains, périurbains. C'est comme ça. C'est ce vivre ensemble, il faut que ça devienne une réalité. Donc il faut qu'il soit bien accompagné. Donc nous y travaillons avec Brigitte Bourguignon. Oui, moi j'y suis favorable. Je pense qu'il est absolument nécessaire d'ouvrir un chantier pour la transformation du médico-social parce qu'il y a une problématique de droit simplement et de discrimination par rapport à la loi de 2005 en fait, qui ne s'applique pas dans un grand pan de notre société, notamment dans le secteur du médico-social. Il y a des départements où il n'y a pas d'équipe de suivi de scolarisation, pas de PPS, pas de GEVASCO. Donc là, on a une problématique de droit. Des parents se battent, vont au tribunal administratif, gagnent toujours. Mais c'est assez dramatique de mettre la justice, puisque c'est le dernier recours, la justice, là, alors qu'en fait, c'est au pouvoir public à assumer cette responsabilité-là. Les professionnels localement, les équipes éducatives, le personnel médico-social, qui travaillent sur le terrain avec les enfants pour bien les connaître, veulent transformer leur façon de travailler, mais je pense qu'il faut leur donner une vision pour leur dire qu'ils ne vont pas perdre leur travail, parce qu'il y a cette crainte-là en fait, de l'inclusion, et leur dire qu'en fait, leur métier va se transformer pour mieux accompagner d'une manière plus qualitative dans la société d'une manière globale, à l'école, à l'emploi, dans la vie quotidienne. Donc oui, il y a une urgence, et moi j'y suis favorable. Merci beaucoup. On va conclure. C'est une heure, passe très vite finalement. Alors, bien évidemment, n'oubliez pas de bien rester attentif, justement, comme Madame la Ministre l'a dit, au DUOD qui arrive très prochainement. En tant que marcheur, c'est aussi à vous d'aller prendre le bâton de pèlerin et aller mobiliser sur ces questions-là. Aucune action n'est vaine sur tous les sujets de discrimination et de handicap en particulier. Et puis, on va suivre avec attention la convention qui va être mise en place avec la LICRA. Et je fais un appel aux bénévoles. Je fais un appel à tous ceux qui, bénévolement, veulent intervenir dans les lycées, collèges, écoles primaires. Sachez que la LICRA les accueillera et les formera. C'est absolument, en plus, passionnant. Donc, vraiment, je profite pour faire un appel. Donc, vous l'avez entendu, sur ces sujets, comme il n'est jamais de mise, engagez-vous.
Ça passera par vous, ça passera par nous. Aucune action ne sera petite, au contraire. Elles feront finalement avancer les choses de manière, et je crois que ça a été le mot un peu fil rouge, de manière globale et solidaire. Mais bien sûr. Je pense qu'il y a un mot qui n'a pas été prononcé qui est très important, c'est créer ensemble une société de bienveillance. Parce qu'on en a vraiment besoin aujourd'hui. Et ce n'est pas d'être bisounours de dire ça, c'est tout simplement de faire baisser cette tension qu'on a dans notre société qui est si importante. Voilà, donc une bienveillance. C'est pour ça qu'il faut qu'on ait tous un sourire, un masque pour qu'on revoie nos sourires. Voilà. Je vous remercie, puis je pense qu'on n'a plus rien à ajouter sur cette très belle phrase de conclusion. Très bon campus aujourd'hui, et puis à très vite sur le terrain.